Voilà, je vois quelques têtes que je connais ici. J'ai malheureusement pas entendu l'introduction qui a été faite de moi, donc je vais prendre juste une petite minute, d'abord pour me déstresser, parce que le thème de cette intervention, c'est comment aller bien malgré tout dans un environnement qui est anxiogène. Sachez que je suis en plein dans un environnement anxiogène là devant vous. Je vais essayer d'aller bien et je vais essayer quand même de dérouler ce que je veux vous dire. Et peut-être que vous pourrez repartir avec quelques éléments en espérant que ça vous aidera à aller bien. Le- Donc je m'appelle Ludo, je suis le cofondateur d'une application qui s'appelle Petit Bambou, que peut-être vous connaissez. Je vais essayer de ne pas parler de Petit Bambou, je vais essayer de parler plutôt de la mission que Petit Bambou sert et à quel point elle s'adapte à cette idée d'aller bien dans un milieu qui est complètement anxiogène. J'ai pour habitude de ne pas préparer mes speeches, parce que quand je les prépare, les gens me disent ça fait réciter, c'est nul. Donc là, je suis complètement flippé parce que je n'ai pas vraiment préparé. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, parce que je me suis évidemment préparé quand même pour pas arriver tout nu sur scène. Mais dans mon speech, j'ai prévu de parler des Guignols de l'info, peut-être de Albator, peut-être de Pierre Rabhi. Enfin, il y a quelque chose qui est un petit peu déstructuré et que je vais essayer de remettre sur un fil pour que vous compreniez bien mon propos. Le monde est anxiogène, je pense que j'ai pas besoin d'en débattre, la conférence d'avant en parlait, ça c'est un fait. Et je pense que par rapport à ce monde anxiogène, il y a plusieurs attitudes à avoir, il y a plusieurs pièges à éviter. C'est ce que j'appelle la phase de regard droit. La phase de regard droit, que j'appelle aussi par une couleur, c'est la phase au noir, ce que j'appelle, c'est être debout devant cette information, debout devant ce qui se passe, avec deux pièges à éviter. Le premier piège, c'est le déni, c'est de se dire je m'extrais de tout ça pour n'être au courant de rien, pour être sûr que je puisse aller bien. Et le deuxième piège à éviter, c'est ce que j'appelle le piège de la putréfaction. C'est se putréfier dans ce noir, c'est être boulimique d'informations, se connecter à l'information tout le temps, vouloir être au courant de tout, pour essayer de tout comprendre, et finalement annihiler notre capacité ou notre envie de mouvement là-dedans, tellement cette anxiété que ça nous génère nous inhibe. La phase donc, du noir, elle est indispensable. Elle est indispensable selon moi de regarder ce qui se passe, parce que le déni nous ferait revenir ces informations tôt ou tard devant nous, et si on a fait le déni, on les prendra, pardonnez-moi l'expression, mais peut-être en pleine face, et puis que ça nous inhiberait notre capacité d'action. J'ai oublié un truc, c'était de me présenter, Ludo. Je vous ai dit que je suis cofondateur de Petit Bambou, et j'avais envie de commencer juste avant cette phase au noir, de vous dire que j'aime bien me présenter comme un amoureux. Et vous allez voir que je vais revenir sur ce concept d'amour à la fin de mon discours. Je suis un amoureux. Je suis un amoureux de quoi? Je suis un amoureux de la vie. Je suis un amoureux de la nature. Je suis un amoureux des espaces. Je suis un amoureux de mon entourage. Je suis un amoureux de la mission que que j'ai décidé de servir par mon activité professionnelle. Et cette notion d'amour, pour moi, elle est tout à fait centrale sur le fait d'aller bien dans ce monde anxiogène. Donc la phase au noir, on regarde droit dans les yeux, on regarde droit ce qui se passe. On essaye de comprendre sans se putréfier. On écoute les penseurs qui nous expliquent pourquoi, effectivement, cette raréfaction du pétrole, peut-être étiez-vous là quand Jean-Marc Jancovici en a parlé hier, pourquoi ça se passe, quelle est la logique qu'il y a derrière tout ça, simplement pour comprendre et regarder. Le piège, une fois qu'on a regardé, c'est de vouloir passer à l'action. Ça paraît étonnant parce qu'en fait, c'est dans l'action qu'on va trouver, je pense, notre bonheur ou notre bien-être dans ce contexte anxiogène. Et pour autant, il y a une phase qui est hyper importante entre le regard au noir et ce que j'appelle l'action, que j'ai bien symbolisé par la couleur rouge. C'est-à-dire que c'est l'entrain qu'on peut avoir à bouger, à être en mouvement pour agir dans ce monde qui est quand même assez compliqué. Il y a cette phase du milieu que j'appelle la phase blanche, qui est la phase de notre construction personnelle. Avec un petit disclaimer, je commence à en avoir, moi qui baigne dans ce monde du développement personnel, de par mon activité et puis de par mes passions également. Le développement personnel ne s'oppose pas du tout au développement sociétal et au développement collectif. Le développement personnel qui aurait tendance à nous recroqueviller sur nous en pensant qu'on est en train de se développer en utilisant Petit Bambou par exemple, ou en que sais-je, enfin, tout ce qui fait qu'on se développe personnellement, n'a de sens que s'il nous met en lien et s'il nous met au service d'un développement sociétal et collectif. Cette phase au blanc, c'est ce qu'on essaie de servir avec la mission du projet que je conduis. Je ne sais pas trop parler de Petit Bambou encore une fois, mais la mission, je l'ai formulée comme étant la reconquête de nos espaces. Et c'est là où je vais citer Albator, c'est que la conquête de l'espace, je pense que ça fait rêver des générations.
La génération de mes parents, probablement, quand ils ont vu les premiers pas sur la Lune, j'ai regardé Goldorak, j'ai regardé Albator, j'ai regardé Star Wars, on a regardé plein de choses qui nous ont fait complètement rêver sur cette conquête de l'espace. Aujourd'hui, le monde n'en est plus là, bien que certains y croient encore, mais ce n'est pas du tout dans cette veine-là que je m'inscris. C'est la conquête de nos espaces dont je voudrais parler. Et j'aimerais qu'elle fasse autant rêver que la conquête spatiale qui a fait rêver les générations d'avant. Qu'est-ce que j'appelle nos espaces? Donc j'appelle reconquête de nos espaces. J'aime bien, pour moi c'est synonyme de réhabiter nos espaces, reprendre possession. J'assume ce mot reconquête parce que je pense qu'il y a une prédation de nos espaces qui a été faite par nombre d'entreprises, notamment ce qu'on devrait tous appeler ici des réseaux asociaux, plutôt que des réseaux sociaux. Je trouve que le tour de passe-passe qui a fait croire que ces solutions sont sociales me paraît complètement incroyable. Mais donc il y a une prédation de ces espaces et il convient, nous, aujourd'hui, de nous engager dans une reconquête de ces espaces qui ont été l'objet de la prédation de ces entreprises. Qu'est-ce que j'entends par espace? Il y en a 4, à mon sens. Enfin, il y en a plus, mais en tout cas, il y en a 4 que j'aimerais vous inviter dans cette quête de reprendre possession. Il y a le premier espace, c'est notre espace attentionnel. Notre espace attentionnel est ultra convoité, monétisé. On le sait, aujourd'hui, on a des téléphones dans nos poches, on est des cibles pour les médias, presque tout notre temps éveillé. C'est-à-dire qu'avant, moi, quand j'étais petit, je regardais la télévision. Quand mes parents me laissaient la télécommande, probablement 1 heure par jour maximum. Aujourd'hui, nos enfants, nous, tout le monde, on est exposable à la prédation de notre attention 16 heures par jour. Et donc il convient juste simplement de prendre conscience de ça, encore une fois, regarder ça droit dans les yeux. Est-ce que le monde va changer? Je le souhaite, on a essayé à Change Now, j'espère que le monde va changer, mais il faut quand même regarder le fait que les forces en présence ont tendance à me faire penser que ça ne va pas changer. C'est nous qui pouvons changer dans cette relation à notre espace attentionnel, mais pas attendre que le monde le fasse pour nous. Donc premier espace, notre espace attentionnel, il y a plein de solutions pour ça. Là, ça va être très dur pour moi de ne pas parler de petits bambous, mais il y en a plein des solutions pour ça. Il y a la relation à la beauté, il y a la relation à l'art, il y a la relation au sport, il y a la relation évidemment à la méditation, la relation à toutes ces choses-là qui nous permettent de cultiver une meilleure présence attentionnelle. Il faut que je retourne un peu pour voir où j'en suis, parce que je n'ai pas le droit de déborder en termes de temps sur notre speech. Donc l'espace attentionnel. Deuxième espace attentionnel sur lequel on doit chacun faire des mouvements pour reprendre la possession, c'est notre temps. Combien de fois j'entends des gens qui disent que j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps. Et en fait, on se rend compte quand on creuse un peu qu'ils passent 2 heures et demie à caresser un petit morceau de verre qui, by the way, lui ne nous caresse pas du tout. Sensoriellement, on caresse un morceau de verre quand on scrolle, hein, c'est ni plus ni moins. Et finalement, reprendre cette notion du temps et de qu'est-ce qu'on fait de ce temps, où est-ce qu'on invite du rien faire dans ce temps, où est-ce qu'on invite du sommeil dans ce temps. Netflix déclarait que son principal concurrent était le sommeil, ce qui est quand même l'illustration parfaite de la prédation de cet espace qu'on pourrait appeler par le temps. Le troisième espace sur lequel je pense qu'il est nécessaire de travailler avant de s'engager dans l'action, donc dans cette phase au blanc, c'est ce que j'appelle nos lieux. Bon, c'est un concept un petit peu mystico-gazeux, j'ai une mouche qui vient de me passer devant les yeux. Les lieux, le premier lieu qu'on habite, c'est notre corps. Et pacifier, retrouver la relation à notre corps, on peut parler de santé physique, mais on peut parler aussi de santé psychologique sur comment on fait pour être bien, nous, là où on habite, notre corps, et ne pas répondre aux injonctions qui viennent à nous, qui nous disent que notre corps devrait être ci ou devrait être ça. Mais ce n'est pas le seul lieu. Les lieux qu'on habite, donc ça commence par notre corps, mais c'est aussi notre chambre à coucher, c'est aussi notre cuisine, c'est aussi notre bureau, c'est aussi notre maison, notre appartement, notre jardin, notre quartier, notre ville, tous les espaces qu'on habite. Et évidemment, si j'étais dans la Silicon Valley dans les années 2000, j'aurais dit notre planète, mais ça fait un peu tarte à la crème peut-être de dire qu'il faut prendre soin de notre planète, surtout ici, on le sait tous. Donc le troisième espace, donc les lieux, à commencer par le corps, et tous les lieux que nous occupons énergétiquement ou physiquement. Et le quatrième espace, c'est l'espace qui aujourd'hui m'intéresse probablement le plus dans ma démarche, c'est les liens. Les liens nous sommes des animaux sociaux, probablement qu'une grande partie de notre bonheur passe par avec qui nous sommes en lien.
Et l'hyperconnexion et notamment la putréfaction dans le noir de ce qui se passe dans le monde peut nous couper de tous ces liens. Recultivons ce que c'est qu'une rencontre. Recultivons, et quand je parle de rencontre, je passe simplement de c'est quoi les regards qu'on croise. La rencontre, telle que le dit Charles Pépin, avec qui j'ai un peu travaillé sur le sujet, c'est des gens qui font qu'on agit différemment au quotidien pour nous. Ça peut être sur des petites choses. Moi, je suis un passionné de jardinage. Si je rencontre un jardinier qui me dit « mais moi j'aime bien jardiner pieds nus », peut-être que la prochaine fois que je vais jardiner pieds nus. Cette personne-là, je pourrais dire que je l'ai rencontrée et peut-être que dans 10 ans, je ne me souviendrai pas de son nom, mais je me souviendrai de cette rencontre. Donc recultivons la rencontre, et la rencontre, elle se passe de manière évidemment au bureau, avec des collègues, elle se passe dans nos cercles amicaux, elle se passe au cercle familial. J'ai des ados, comment on re-rencontre nos ados ou comment on se rend disponible à ce que notre ado nous rencontre dans notre vérité. Donc quatre espaces dans lesquels on a besoin de reprendre la main. Et ces espaces, donc une fois qu'on a réhabité tous ces espaces, je pense qu'on a fait ce que j'appelle la phase au blanc. On sait qui on est, on sait d'où on part et on est solide. Et à partir de là, on peut passer à l'action. L'action, c'est ça qui va nous rendre heureux. C'est le mouvement qui va nous rendre heureux. Regarder ce qui se passe dans le monde en restant les bras croisés me semble être une impasse, une voie de garage pour construire notre propre bien-être et ce qu'on appelle la santé mentale, mais en tout cas avoir une bonne santé mentale telle qu'on aimerait tous l'avoir, quoi. La phase rouge, c'est la phase d'action. La phase rouge, cette action, j'aime bien la symboliser par une histoire que peut-être vous connaissez tous. Je citais Pierre Rabhi, je ne sais plus si j'ai dit que je le citerai dans mon introduction. Mais c'est cette fable du colibri que vous connaissez. Je vais vous donner peut-être une version, enfin je vais la raconter pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je vais vous donner une version de ma compréhension de ce en quoi elle nous apprend que l'action va nous rendre heureux. Donc l'histoire du colibri, j'espère que vous ne la connaissez pas tous, sinon ça va faire une redite, mais c'est l'histoire des animaux qui sont dans la savane africaine. Et en fait, il y a un feu de forêt dans la savane africaine. Et donc tous les animaux perdent leurs habitats et se réfugient derrière une rivière tout simplement pour ne pas se faire brûler, et restent là, ce qu'il faudrait appeler putréfiés. J'aime pas, le mot est un peu fort, hein, mais dans leur phase au noir, putréfiés sans action. Et il y a un colibri qui décide, lui, d'agir et qui va chercher cette petite goutte d'eau dans la rivière et qui va la déposer dans le feu et qui fait des allers-retours comme ça. L'histoire dit qu'un tatou lui dit « mais ça sert à rien ce que tu fais ». Et le colibri lui répond « je sais, mais je fais ma part ». Et le je sais pour moi était fondamental, j'ai presque des frissons en parlant parce que je me suis dit « pourquoi il dit je sais ?» S'il sait que ça ne sert à rien, que ça ne va pas éteindre le feu, pourquoi il continue? Et la réponse, elle s'est imposée près de moi, c'est que je pense qu'il a fait sa phase au blanc et qu'en fait, il prend un plaisir fou à en mettre ses gouttes d'eau dans l'incendie. Il n'a pas forcément envie d'inspirer. Il n'a pas forcément envie il sait qu'il ne va pas éteindre le feu. Il est non jugeant. Il ne va pas dire au tatou, mais tu devrais faire ta part aussi. Parce que finalement, peut-être qu'il respecte que l'autre fait sa part en gardant, par exemple, ses enfants, parce qu'il y a un crocodile qui veut les manger, et que la part du tatou là est peut-être simplement de rester là, et que, by the way, c'est peut-être son adolescent qui est parti chercher les pompiers et qui va faire arrêter le feu. Donc, à partir du moment où on a fait cette phase au blanc, cette phase de construction personnelle et collective, encore une fois en cultivant nos liens, on est en mesure, je check il me reste 36 secondes, on est en mesure de passer à cette action qui va nous faire en sorte que notre santé mentale sera soignée dans ce monde en difficulté. J'ai envie de citer maintenant Jacques Brel. Je suis un amoureux de musique aussi. En dessous de mon pull, il y a un t-shirt de métal. Je parlais de conquête de l'espace. Hier, j'étais dans un concert qui s'appelle God is an Astronaut. Je me suis dit, tiens, il faut que je les cite, parce que l'astronaute, pour le coup, fait référence à cette conquête spatiale. Citer Jacques Brel, deux chansons. Je vous invite toujours tous et toutes à écouter cette chanson de Il nous faut regarder. Je ne vais pas vous la chanter, je chante très mal, mais le refrain de cette chanson, c'est « Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau ». Puis je vous laisse découvrir les paroles derrière. Et ce qu'il y a de beau est à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Et les couplets, c'est par-delà la misère, les cris, les pleurs, par-delà tout ça, par-delà cette phase qu'on pourrait appeler au noir. La construction, c'est il faut regarder aussi ce qui est de beau, mais on ne regarde ce qui est de beau que quand on est construit. Encore une fois, je pense qu'il y a plusieurs pièges. Donc le piège du déni du noir, de la putréfaction dans le noir, et du désir de passer à l'action trop vite,
Otto Schramer a décrit ça dans sa U-théorie. On ne peut agir qu'à partir de quand on est conscient du point à partir duquel on agit. Et c'est cette phase au blanc que je voudrais partager avec, enfin, que je voulais vous exposer aujourd'hui. Mon temps est terminé. J'ai l'impression d'avoir parlé 2 minutes. Je voudrais vous inviter, peut-être avec une petite facétie. Ça fait partie des valeurs de mon entreprise, en tout cas telle que je voudrais la créer, telle que je veux l'animer, c'est oser l'imprudence. Oser l'imprudence, et je mets le mot derrière punk. Soyons un peu punk. Si on est dans les règles, si on est dans la façon de faire que le monde nous invite à faire, qu'on soit dirigeant d'entreprise, qu'on soit activiste, qu'on soit ce qu'on veut, si on reste dans les règles, il y a un moment, ça ne bouge pas. Donc, regardons le noir, sans se putréfier, sans déni, ne passons pas à l'action tout de suite, construisons nos espaces, reprenons possession de nos espaces, tout en ayant conscience qu'il y a une prédation de ces espaces, pour passer à l'action de manière alignée, avec un peu d'imprudence, avec ce petit côté punk facétieux qui nous permettra de faire changer le monde. Je vous remercie.